Sébastien, c'est toi qui es le plus jeune aujourd'hui. Monsieur Claude Vial. Présent. Monsieur Pascal Horry. Présent. Madame Marie Sparra. Présent. Monsieur Bernard Bourgi. Présent. Madame Florence Tessier. Présent. Monsieur Frédéric Tosca. Madame Elisabeth Romain-Royon. Monsieur Louis Gaucher. Présent. Madame Joëlle Gomez. Oui, présent. Monsieur Marcel Paulet. Oui. Monsieur Guy Beauconton. Non. Monsieur Alain Godefroy. Présent. Monsieur Jean-Pierre Jaurès. Présent, mais juste du temps, moi, après j'ai donné procuration à Bernard. Madame Pascale Guillet-Forissier. A donné procuration à Louisa Collange. Madame Louisa Collange. Présent. Madame Maria Benavent. Présente. Madame Géraldine Vincent. Présente. Monsieur Jean-Pierre Vallat. Oui. Monsieur Sébastien Arnaud. Madame Jennifer Pinal a donné procuration à Monsieur Beauconton. Madame Claude Granger a donné procuration à Joël Gomez. Monsieur Michel Béal. Monsieur Pierre Chenet. Présent. Monsieur Frédéric Dieudonné. Il est temps, normalement, il est ça. Madame Suzanne Fouret. Présent. Monsieur Jean-Philippe Granger. Présent. Alors, Monsieur Patrice Ferrard. Excusez. Excusez. Monsieur Yvon Valère. Excusez. Et Madame Béatrice Brevet a donné procuration à Monsieur Granger. Merci. Alors, ce que je vous propose. Alors, d'abord, il y a le compte-rendu de la séance précédente. Est-ce que sur le compte-rendu de la séance du 19 octobre, il y a des remarques? Donc, s'il n'y a pas de remarques, je considère qu'il est approuvé. Ensuite, dans l'arrêté qui a été pris entre le 19 et le 7 décembre, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je vous remercie. Bonsoir. Alors pour cette séance, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on commence par la partie de tarifs qui concerne la SPL. J'ai demandé à Jérôme Gaillard, en tant que directeur, de venir nous présenter la manière dont il a structuré ses tarifs. Donc, vous ne voyez pas d'inconvénient, on inverse et puis après on reprendra l'ordre du jour dans l'ordre tel qu'il est formulé. Jérôme? Donc, concernant les tarifications 2018 des activités touristiques, un point sur la démarche. Ça a été présenté au conseil d'administration de la société publique locale le 23 novembre, validé à l'unanimité, et c'est le conseil municipal, comme on vous l'avait déjà expliqué, qui vote et valide les propositions du conseil d'administration. Les secteurs concernés, donc base de loisirs, les gorges de la Loire, le camping, gîte, restauration du gîte, activités sportives et de loisirs, la piscine d'été. Les objectifs et la démarche ont été les suivants. Après 3 ans de stabilisation, 2015-2017, et des ajustements parfois à la baisse des tarifs donc des activités touristiques, il est proposé une augmentation légère des prix prenant en compte différents éléments et les objectifs suivants. On a une structuration et une professionnalisation des offres de services et des prestations touristiques qui nous permettent aujourd'hui de justifier cela. L'objectif aussi de stabiliser les résultats financiers de la société publique locale et de chacun de ces secteurs, et puis de stabiliser et continuer à réduire la part du secteur public, donc de la mairie d'Aurec-sur-Loire. Autre objectif, favoriser fortement le territoire intercommunal de Loire-Semaine et plus particulièrement les habitants d'Aurec-sur-Loire. Le maintien des avantages de la carte VIP, 50% de réduction, avec le développement de cette offre et l'élargissement à l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Loire-Semaine. À titre d'exemple, ou un zoom sur les tarifs de la piscine, qui sont un bon exemple et une bonne illustration de ces orientations tarifaires et donc politiques qui nous sont proposées ce soir, puisque l'ensemble des tarifs liés à cette activité prennent en compte la stabilisation des prix pour les habitants d'Aurec-sur-Loire, le maintien et le développement des offres grâce à la carte VIP qui permettent de 50% de réduction sur l'ensemble des prix, le maintien des soirées nocturnes
qui avait permis d'avoir plus de 600 Aurécois qui ont participé à cette prestation à 50 centimes d'euros par personne à l'entrée. Et puis l'ajout d'un mercredi après-midi, le pass famille VIP à 1 euro l'entrée par personne, toujours dans l'objectif de renforcer la fréquentation des Aurécois, qui, je vous le rappelle, était passé de 1200 en 2016 à plus de 4800 en 2017. Le développement encore de services, des jeux toboggans, des locations de tapis, de bouées. Et puis là encore, la création de 4 stages, nouveautés, d'1h15 de pratique pour les enfants, sur le thème de apprendre à nager et puis des jeux aquatiques ludiques, au tarif de 60 et 90 euros la semaine, ce qui pour un Aurécois reviendra à 30 et 45 euros, puisque aujourd'hui on a plus de 1600 familles, personnes sur la commune d'Aurec qui sont bénéficiaires de la carte VIP. Ils peuvent en faire bénéficier 4 personnes avec eux-mêmes. Voilà. Par rapport à ces tarifs, vous les avez sous les yeux. Je vous propose de ne pas les lire ligne à ligne, parce que c'est un peu fastidieux. Par contre, si certaines modifications vous interrogent Jérôme a bien décrit, hein, on essaye d'ajuster ces tarifs. On reste sur des tarifs qui sont relativement bon marché, il ne faut jamais dire bas, par rapport aux activités similaires dans notre environnement. Hein. Et accentué par ce qui a été dit, c'est-à-dire par l'effet carte VIP, parce que la généralisation à 50% sur l'ensemble de la communauté de communes, ça veut dire que pour beaucoup de gens, les activités sont déjà naturellement bon marché, mais quand elles sont exercées par des gens du territoire, elles sont beaucoup moins chères. D'ailleurs, ces gens du territoire, avec leur carte, peuvent non seulement être du territoire, mais amener des gens qui ne sont pas du territoire. Puisque chaque fois, la carte peut bénéficier à 4 personnes. Donc, c'est pas non plus... c'est la carte qui est réservée aux gens du territoire, mais pas les 50%. Puisqu'ils peuvent venir avec un ami, avec... voilà. Bon, sur la piscine, vous avez compris, on prend un titre d'exemple. Il y a une démarche qui vise à récupérer une clientèle locale et familiale. Et on peut signaler qu'un des tarifs qui a le plus fortement augmenté, c'est celui des adultes, jeunes adultes indépendants extérieurs à la commune venant à la piscine. Par contre, il a été créé des tarifs, ça a été indiqué aussi, mais des tarifs y compris pour les familles extérieures, des tarifs privilégiés là aussi, puisqu'on sait très bien que quand on a affaire à papa et ses enfants, une maman, enfin, on est sur finalement une clientèle familiale, une clientèle adaptée à la piscine et à ses loisirs. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres points du tarif que vous souhaiteriez évoquer? Bon. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Comptez deux, c'est avec une proposition. Merci. Merci Jérôme. Cette brillante prestation, quoique un peu courte. Alors, on reprend notre ordre du jour et on commence par un point qui est tout à fait fondamental, qui est la modification des statuts de la communauté de communes. Alors, à travers cette modification des statuts, on va en particulier acter le transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes. Alors, dans les autres points, parce que c'est une modification des statuts, il y a une réécriture de l'article concernant l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. On a repris la formulation qui était, enfin il a été repris une formulation qui est plus complète, plus exhaustive et plus conforme à la loi, en y associant les terrains familiaux, locatifs, relatifs à l'accueil des mêmes genres du voyage. On a rajouté une ligne qui est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ce qu'on appelle dans les médias GEMAPI, qui, à partir du 1er janvier, est une compétence nouvelle et obligatoire des communautés de communes, et qui, là, pour le coup, est un transfert de l'État
aux communautés de communes, pour partie un peu des communes, mais essentiellement de l'État. Et puis donc cette introduction de l'assainissement, alors s'il y a autre chose, un complément sur la politique du logement, en introduisant la politique du logement social d'intérêt communautaire par des actions d'intérêt communautaire en faveur des logements des personnes défavorisées. Là aussi, c'est un complément de compétences. On a repéré cette année que le programme Habiter mieux a apporté un plus significatif sur l'ensemble de la communauté de communes en matière de dossiers, une bonne quarantaine de dossiers qui ont été, il y a plus de 200 personnes qui sont venues dans les permanences, il y a une quarantaine de dossiers qui ont été traités, une dizaine sur OREC, qui derrière se traduisent par des aides concrètes, et en parallèle, finalement, un volume de travaux très significatif pour les entreprises et artisans locaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc visiblement, le dispositif fonctionne. Il permet à des gens de mieux réaliser des travaux en étant aidés, avec à la base une aide modeste de la communauté de communes, mais complétée par une aide de l'État. On va pouvoir élargir ce dispositif, sans doute, pour le moment c'était propriétaire occupant, et on va pouvoir l'élargir aux propriétaires bailleurs, à l'exclusion, bien sûr, de l'OPAC, qui n'est pas concerné par ces dispositifs. Voilà. Sur l'assainissement, on enlève une compétence qui est celle des services publics d'assainissement non collectif, et on met l'assainissement, parce que dans le terme générique d'assainissement tel qu'il est conçu dans la loi, c'est l'assainissement collectif, c'est le SPAN, donc le traitement de l'assainissement individuel, et c'est l'assainissement en tant que pluvial qui est transféré. Il faut intégrer ça aussi, hein, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'eau usée, c'est aussi l'eau pluviale. Voilà. À ce jour, l'ASIO, on est 7 donc, sur la communauté de communes. La commune de l'ASIO va délibérer contre le transfert. La commune de Saint-Didier a délibéré favorablement. Les communes de Saint-Ferriol et de Pont-Salomon ont délibéré favorablement, à l'unanimité. Ce soir, on a conseil et Saint-Just à conseil. A priori, les votes devraient être positifs, mais on va voir dans quelques instants. Et il restera, pour annoncer vraiment le transfert, à attendre le 14 décembre, le vote de Saint-Victor. En sachant que pour autant, au vu des règles de majorité qualifiée, même si elles ont été altérées récemment au sens de mettre des règles moins contraignantes pour faire capoter le projet, ce n'est pas encore exécutoire, ce sera exécutoire qu'en janvier. Dans tous les cas de figure, dès ce soir, la majorité est atteinte, quelles que soient les circonstances, c'est le vote de la dernière commune. Mais pour autant, on publiera les bans après le vote de Saint-Victor, en toute courtoisie. C'est un événement important que le transfert d'assainissement. C'est une manière de compléter l'éventail de la communauté de communes et en parallèle de garder une part de DGF bonifiée, 200 000 € qui auraient été perdus sur le territoire. Bon, ça, c'est les négociations, plus dans le transfert de compétences, il y a une discussion technique, je ne sais pas si on peut dire négociation, c'est une discussion technique et financière, se passe dans d'excellentes conditions. Le préfet devra prendre acte de ce transfert qui sera, si on vote nous ce soir favorablement, effectif au 1er janvier. Ce qui nous amènera sans doute à faire un conseil communautaire dans les premiers jours de janvier, parce qu'il y aura tout un tas de délibérations à faire, étant entendu qu'il y aura une continuité dans les budgets, dans les paiements, et que c'est pas tout à fait simple. Ça viendra sans doute percuter et impacter le budget encore 2018 de la commune d'Orec. Hein, il va y avoir encore quelques mouvements financiers sans doute entre les deux budgets. Donc il faudra bien traiter à part pour qu'ils soient identifiés. Des questions par rapport à ce transfert? Des avis contraires? Des abstentions? Deux abstentions. Je ne sais pas si je peux le rattraper, mais il y avait deux. Il n'y en avait que deux. Hop, c'est pas grave.
Alors, une délibération classique de toutes les années. Le casino d'Orec nous demande, comme la loi le prévoit, d'exprimer un avis simple sur l'ouverture du magasin au public sur un certain nombre de dates de dimanche de l'année. Alors, notre avis simple ne vaut pas encore, hein. Après il y a des processus internes avec l'accord des salariés, un certain nombre de choses à faire. Hein. Voilà. Donc les dates demandées sont le 1er avril, le 20 mai, le 15 juillet, le 23 décembre, le 30 décembre. Des questions par rapport à ça? L'année dernière aussi, ils nous ont demandé des dates, ils ne s'en servent pas forcément. Mais ils sont obligés de les demander cette période de l'année pour l'année. C'est la règle. Des avis contraires? Des abstentions? 5. Alors, un fil rouge de l'année. L'école Prévert. Donc, on a délibéré la dernière fois sur l'avant-projet sommaire. Dans l'intervalle, on a continué à travailler, on a réglé un certain nombre de problèmes qui restaient en suspens et on vous propose cette fois de délibérer sur l'avant-projet définitif. Il y a quelques écarts sur des choses qui ont été intégrées. L'alarme, la chaudière, les sanitaires. Donc on est sur des points qu'on règle au fur et à mesure. Hein. Voilà. La dernière fois, on était plus près des 2 millions. Et là, on est à 2 millions 79. Voilà. On arrive, a priori, au bout du processus. Enfin, après, il y aura les appels d'offres encore. Bon, là-dessus, est-ce qu'il y a des questions? Alors, en particulier sur les options, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en train à peu près de prendre toute option, c'est-à-dire on ne laisse pas des choses, on est quand même sur une rénovation lourde, donc c'est vrai que ce serait dommage d'arbitrer pour quelques dizaines de milliers d'euros en laissant des choses qui, c'est l'exemple de la chaudière, on aurait pu faire prendre le parti de dire elle durera encore, on attend encore 2 ans, 3 ans qu'elle casse, elle aurait pu aussi casser la veille de l'inauguration, ce qui aurait été sympa. Voilà, donc bon, sur les sanitaires, on change et on change tout. Voilà, donc on est sur ces mesures-là qui font quelques ajustements. Hein, on finalise ça. Voilà. Là-dessus, les avis contraires, les abstentions. Merci. Excusez-moi. Pardon. Merde. Vous parlez d'un budget hors taxe. La TVA est récupérée là-dessus? Oui. L'année suivante. L'année suivante. Il y a 2 règles. Par exemple, tout à l'heure, on était sur l'assainissement. Sur l'assainissement, on travaille en hors taxe. Et il n'y a donc pas un travail en hors taxe, le budget en hors taxe. Sur le reste, l'école, là, on cite en hors taxe parce que c'est. Mais dans le budget, on va travailler en TTC. Et la TVA est récupérée avec 1 an d'écart. Ensuite, des affaires concernant le personnel. Alors, je vous propose la création d'un poste d'adjoint technique territorial de première classe au 1er janvier, à la suite de la réussite par un agent de l'examen professionnel. La création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er janvier, pour le même motif, réussite à un concours. La création d'un poste d'adjoint administratif première classe à temps complet, ça c'est une proposition d'avancement. La création d'un poste de brigadier chef à temps complet, c'est aussi une proposition d'avancement. Alors, vous connaissez le mécanisme, donc dans la même délibération, ce que je vous propose, c'est que, comme on crée ces postes, on supprime les postes libérés. Hein, c'est toujours le même mécanisme. Hein. Voilà. Bon. On peut être très heureux qu'un certain nombre de nos agents fassent preuve de professionnalisme, se confrontent à des concours internes ou externes, et le souci de progresser dans la structure. Des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie.
Alors, nous avons 2 délibérations pour approuver des admissions en non-valeur. C'est des petites sommes. Ça correspond à des situations de surendettement. Donc, c'est des admissions en non-valeur qui nous sont demandées dans ce dossier de surendettement. Le premier, c'est pour le budget service de l'eau pour 47,29 €. Et je vais vous permettre de vous faire un tir groupé. Le deuxième, c'est pour le service d'assainissement pour une somme de 34,32 €. Des avis contraires? Des abstentions? Une demande de subvention exceptionnelle. Tu veux présenter, Pascal? Ouais. Donc l'OSA nous sollicite pour une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 500 €. Donc la demande se décompose en 3 thèmes. Le premier, on avait des aides exceptionnelles qui étaient allouées chaque année à la demande des clubs, et c'était la mairie qui répondait aux attentes des clubs. On a souhaité, à partir de cette année 2017, que ce soit l'OSA qui s'occupe de, on va dire, étudier les offres, les demandes, et donc l'OSA s'occupera de verser aux clubs respectifs, en fonction des délibérations qu'ils auront prises, les sommes au titre de ces aides exceptionnelles. Donc c'est le premier thème sur lequel effectivement l'OSA nous sollicite, puisque comme ils ont à faire face à de nouvelles charges liées à ces aides exceptionnelles, donc il y a une quote-part de cette demande qui est pour financer ces aides exceptionnelles que nous avons transférées à l'OSA. Le deuxième thème, c'est on a souhaité, en lien avec l'OSA, de mettre en place une sorte de petite cérémonie pour récompenser les sportifs les plus, entre guillemets, je dirais, méritants sur la commune. Donc là aussi, c'est au sein de l'OSA que les différents clubs doivent définir 1 ou 2 sportifs qu'ils ont envie de mettre en valeur. Et donc, ils seront récompensés par un petit bon d'achat. Et donc aussi, là, l'OSA nous demande de financer cette cérémonie de récompense des sportifs aurécois. Le dernier thème concerne la semaine sportive. Donc l'OSA a souhaité un petit peu muscler cette semaine sportive. En 2017, ça a été plutôt une belle réussite, cette semaine sportive. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient besoin quand même d'un peu plus d'encadrants. Vu le succès, il y avait besoin d'avoir des gens pour encadrer un petit peu les jeunes en sécurité. Et donc là aussi, ils souhaitent donner quelques bons d'achat à ces jeunes qui bénévolement encadrent ces jeunes. Et donc, ils nous ont sollicité pour pouvoir effectivement attribuer une petite récompense à ces encadrants bénévoles. Voilà. Donc, le total de ces 3 demandes, on arrive à la somme de 1 500 €. Sachant que dans le budget primitif, on avait inscrit une somme de 3 000 € pour justement ces aides dites exceptionnelles, notamment pour le domaine sportif. Voilà. Des questions? Donc je pense moi que c'est une bonne chose qu'on ait ce type de collaboration qui s'installe avec l'Office de sport et qui se consolide de plus en plus. Il y a d'autres domaines associatifs où ça démarre aussi, il y a des prémices. Et c'est sympathique pour nous, élus, de trouver des correspondants et de travailler comme ça globalement. On est beaucoup plus désarmé quand on est sollicité, que ce soit d'ailleurs pour des locaux, pour chacun dans sa case. Parce qu'on a du mal à faire la synthèse, à mettre ensemble. Là, on y est aidé. On essaye ensemble de trouver ce qui, avec plus d'objectivité, nous paraît utile. Et donc, le faire avec des gens qui ont cette compétence et s'y consacrent, c'est à mon avis une bonne méthode pour nous. On n'est pas omniscient, et donc chacun peut dans son rôle faire ensemble. Voilà. Donc, moi je souhaite vraiment que ce type de collaboration s'accentue. C'est une excellente manière de travailler avec le tissu local et associatif et avec tous ces gens qui prennent des responsabilités au quotidien.
là-dessus. Est-ce qu'il y a des aides? Pardon, excuse-moi. Je crois que c'est une. Tu as tout à fait raison, c'est une très bonne chose. Simplement, à bien recadrer que cette délégation, qu'en cas de litige, la main nous reviendrait et ce sera au conseil municipal de trancher. En cas de non-conciliation entre le club et l'OSA, ce sera au conseil municipal de trancher. Ça va de soi. Bien sûr. Ça va de soi. Mais ça se fait en bonne intelligence avec le président de l'OSA et le bureau, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de difficulté en la matière. Effectivement, s'il y avait une problématique particulière, on échangerait pour éviter effectivement qu'on arrive à une situation de blocage. Voilà. Donc on peut remercier d'ailleurs les membres du bureau de l'OSA qui sont très efficaces et qui sont un bon appui pour notre collectivité. C'est bon là-dessus? D'autres interventions? Non? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Oh, bah, c'est toi qui vas le faire. Il y a 2 décisions modificatives qui vont bouleverser l'intégralité de nos budgets. C'est vrai qu'elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. On voit qu'on arrive en décembre et que... Donc il y a une première décision modificative pour le budget principal, donc pour la section de fonctionnement. Donc on a besoin de crédits complémentaires à hauteur de 3 000 € pour les titres annulés sur l'exercice antérieur, qu'on compensera par la réduction de l'inscription budgétaire prévue sur les charges de personnel pour la même somme. Ce qui fait donc qu'il n'y aura pas d'impact global au niveau des dépenses de fonctionnement et donc il n'y a pas de modification au niveau des recettes de fonctionnement. Pour le budget annexe de la restauration scolaire, on a un besoin de complément à hauteur de 500 € pour notre participation au repas des élèves aurécois qui fréquentent la cantine de Saint-Maurice-en-Bourgois. Donc ça, effectivement, en fonction des effectifs, on a toujours un peu de mal à évaluer quel sera le besoin exact. Là, en l'occurrence, on a besoin d'un complémentaire de 500 €. Et donc, on compensera ça parce qu'effectivement, on a des recettes complémentaires à hauteur de 500 € sur les remboursements de la communauté de communes au niveau de la restauration scolaire. Voilà, c'est des jeux de tiroirs dans lesquels il faut que soit l'argent pour qu'on puisse payer. Hein. Vous avez bien compris que notre budget termine son année sans que nous ayons eu besoin de le rectifier. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais il le termine dans de bonnes conditions. Sur ces 2 décisions modificatives, des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. Alors, les tarifs et redevances communales. Alors là, on en a un bon paquet, vous avez à disposition, qu'on a déjà parcouru bien sûr en commission des finances. Terme de... Moi, je vais essayer d'attirer votre attention juste sur quelques points, et puis après, si vous le souhaitez, on peut bien sûr les lire avec plaisir, ligne par ligne. Globalement, on a plutôt procédé à des ajustements à la marche, parfois simplement à des arrondis. Voilà, transformer des 95,20 € en 96. Bon. Il n'y avait pas une nécessité importante d'augmentation de l'ajustement. Il y a quelques petits points particuliers. Il y en a un, par exemple, pour les concessions au cimetière, où en fait on a souhaité que la concession à 30 ans coïncide au double de la concession à 15 ans. Voilà, on a réajusté ça. Sachant qu'aujourd'hui, pour les services, c'est compliqué de gérer des concessions à 30 ans. On le voit en se retournant sur le passé, y compris quand il y a des caveaux qui ne sont plus gérés par personne, qui ne sont plus... il y a une démarche de reprise, et c'est toujours sur ces concessions longues, où la famille n'a pas eu finalement à se réexprimer au bout de 15 ans, où personne n'a... etc. Et où ça entraîne un certain nombre de frais pour la commune qui ne sont plus assumés par personne, donc qui sont assumés par la collectivité en général. Des frais de réduction de corps, etc. Voilà.
Bon, donc ça c'est un des faits particuliers. Donc maintenant, la concession à 15 ans c'est 55 €, à 30 ans c'est 110 €. C'est exactement le double. Donc les gens peuvent prendre la durée qui leur convient, mais ils peuvent aussi prendre 15 ans puis la renouveler systématiquement quand la date arrive. Bon. Sur le reste, j'attirerai peut-être votre attention sur l'eau et l'assainissement, qui me semblent quand même des choses très importantes. Il y a beaucoup de tarifs qui finalement sont des tarifs qui touchent des services, des droits de place, le marché, et qui n'ont pas une augmentation très significative, mais qui touchent indirectement les Orécois, puisque c'est des services que les gens payent quand ils viennent faire du commerce à Orec. Par contre, il y a des choses qui touchent très directement les Orécois, c'est l'eau et l'assainissement. Donc là, je peux vous la faire courte aussi, nous ne touchons pas aux tarifs. Donc les tarifs resteront identiques en 2018. Voilà. Ce qu'on peut dire, alors on l'a évoqué tout à l'heure à travers le transfert de l'assainissement. Le transfert de l'assainissement fait qu'il y aura convergence d'un certain nombre de tarifs sur le territoire. A priori, pour les Orécois, ces transferts, que ce soit de l'assainissement ou de l'eau, vont aller vers une convergence qu'on a déjà vécue il y a un certain nombre d'années, ça rappellera des choses à des anciens, favorable aux Orécois. C'est-à-dire qu'on va voir les tarifs stagner et baisser. Voilà. Bon, et dans l'immédiat et pour cette année, il n'y a aucune nécessité d'augmenter les tarifs ni de l'eau ni de l'assainissement, bien qu'on ait un programme d'investissement assez ambitieux. Voilà. L'autre point à signaler, c'est les repas. Donc, les repas étaient au tarif de 3,60 € pour les élèves orécois. Et on vous propose de les placer donc à 3,80 €. Tu veux en dire un mot, Flo ou... Oui, simplement que on répartit une partie du coût de la suppression des contrats aidés. On a fait le calcul par rapport aux années précédentes. On aura un coût supplémentaire de 26 157 € en remplaçant les contrats aidés par des contrats CDD. Voilà, donc ce qui fait une augmentation par repas de 60 centimes. On répercute que 20 centimes sur les familles. C'est la proposition du conseil municipal. En l'occurrence, ça a recoupé 2 contrats aidés. Oui, c'est ça. Sur l'ensemble de la restauration scolaire. Voilà. Alors, il y a eu, on peut faire le parallèle avec la communauté de communes et avec la commission enfance-jeunesse, hein, où il a été donc proposé de passer à ce tarif de 3,80 €. Hein. Alors, je ne sais pas s'il faut dire d'en faire un objectif, d'en faire un calibrage. On avait visé sur le territoire à dire que le bon prix nous semblait être 3,60 €. Hein, donc, il y avait une convergence comme ça. Et là, de la même manière, la communauté de communes a passé son tarif à 3,80 €. Alors, ça veut dire que ces 20 centimes, on les répercute après sur tous les repas, y compris bien sûr les repas, puisque là on parle des Orécois, mais les repas pour les élèves extérieurs à Orec, qui en proportion prennent la même hausse de 20 centimes. Des questions par rapport à ça? Oui. Sur une information des familles justement sur l'origine de cette hausse. Parce que Alors on va prendre tel quel, ça fait 0. on a fait une commission. On a fait une commission restauration scolaire où on a averti les parents délégués. Donc, charge aussi à eux d'en parler aux familles. Il y aura bien sûr un courrier aux familles pour expliquer la hausse des tarifs. Ça a été présenté donc en commission restauration où logiquement on a un peu tous les partenaires. Mais oui, on aura le souci d'informer là-dessus. Voilà. La réaction en commission de restauration scolaire a été très modérée. Alors c'est des parents délégués, donc c'est pas l'intégralité des parents, c'est ceux qui étaient là. Leur réflexe a plutôt été sur la qualité de la prestation. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est au niveau d'aujourd'hui, la manière dont la restauration est menée,
elle est satisfaisante et on se doute bien que derrière, il y a un coût. Voilà, donc ils sont moins venus sur la disparition des contrats aidés que sur la réalité de la prestation qui est fournie aujourd'hui et des services qui vont avec, que ce soit la mise sur Internet, que ce soit le bio, que ce soit les circuits courts, que ce soit... Enfin bon, il y a une certaine reconnaissance. Alors, il faut toujours rester attentif et modeste. Hein, donc, quand il y a reconnaissance, c'est juste qu'il faut continuer à travailler dans le même sens. Hein, voilà. Ce qu'on peut dire à travers notre restauration scolaire, c'est que les objectifs gouvernementaux d'un nommé Nicolas Hulot sont déjà tenus. Donc, s'il s'agit de s'en tenir à ces objectifs-là, on les tient déjà. On est peut-être même un peu au-delà. Voilà, donc, mais c'est bien si tout le monde progresse dans ce sens. On a encore l'ambition. On est dans l'année où on va renégocier le marché. Enfin, renégocier. On va reconsulter au sein de la SPL, où il va être reconsulté par rapport aux fournisseurs. Et on va se donner comme ambition de passer encore un cap sur toutes ces pratiques, hein, que ce soit celle de circuit court, que ce soit celle de bio, etc. Bien sûr, en évitant le bio en provenance de Thaïlande, de Chine ou d'ailleurs. Hein. On a des exportateurs ou des importateurs, nous, mais on ne les a pas aujourd'hui dans cette salle, mais on essayera au moins pour les tomates de ne pas avoir des tomates bio chinoises. Voilà. Parce que derrière bio, moi, la notion de circuit court me paraît très très importante, parce qu'il y a vraiment des choses très contradictoires dans ce qu'on est en train de vivre. C'est pas très compliqué de faire des repas avec énormément de bio. Simplement, il faut vraiment se poser des questions de ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui les ont fait, dans quelles conditions sociales et à quel bout de la planète. On peut penser quand même que sur l'alimentation, moi j'ai tendance à dire, le circuit court, il est très significatif. Parce que là, si c'est en plus du bio, on a non seulement le produit, mais on a la connaissance de la personne qui le fabrique, on peut même aller la visiter, on peut échanger avec elle, on est dans un rapport, alors que bon, quand c'est du bio qui arrive... bon. Donc les pourcentages sont une chose, l'origine des produits en est une autre. Si on travaille sur la qualité, c'est assez subtil, quoi. Il faut vraiment être attentif à ce qu'on fait. Voilà. Peut-être juste rajouter qu'on travaille avec un prestataire donc, qui est Happy Restauration et qui n'a pas de centrale d'achat, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de travailler avec certains fournisseurs. Le tout, c'est que le fournisseur puisse abonder dans la demande. Mais voilà, donc on peut travailler avec des gens alors de la Loire pour ce qui est des fruits et légumes, de la Haute-Loire aussi, on a un fournisseur viande dans la Haute-Loire. Enfin, voilà. Donc c'est aussi un côté qualitatif et ça on va le retravailler par rapport au marché en 2018. Juste un petit mot sur la convention du conseil départemental également. Le forfait annuel, il faut encore... il faut dire qu'on n'agit pas sur ce forfait-là. C'est le forfait du département et vous pouvez voir qu'il n'a pas bougé pour l'année 2018. Alors on est en année civile, donc il augmente lui aussi au 1er janvier 2018. Voilà. Et je vous rappelle que même si on est hors sujet par rapport au tarif, le département a bien délibéré et confirmé l'augmentation de la convention qu'il a avec nous et il supporte donc aujourd'hui des repas pour un coût de 7,20 €. 7,20 €. Lui aussi a augmenté sa participation de 30 centimes. C'est ça? On va être à 6,95 €, 25 centimes. Bon, on était sur les tarifs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres tarifs que vous souhaitiez qu'on évoque? Parce qu'on a un bon paquet. Je peux vous les détailler avec plaisir. Ça va. Des questions? Alors, des avis contraires? Des abstentions? Des abstentions? Merci. Alors, on revient à notre école des Préverts, qu'on va retrouver régulièrement. Et donc là, il s'agit tout simplement d'une demande de subvention. Alors, je vous rappelle que l'État, devant l'importance de la somme, nous avait demandé de fractionner en 2 phases le projet d'école. Il a financé la première phase
avec 187 653 € du Fonds de soutien à l'investissement public local et 50 000 € de DETR. Et on le ressollicite l'État pour la deuxième phase. Alors, on demande le maximum, hein, et puis après, on va voir ce qu'il va nous donner. On ne refusera pas, hein, s'il nous en donne beaucoup, on le prendra avec plaisir. Hein. Donc, c'est une demande de subvention à la fois dans le cadre de la DETR et dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement public local pour la deuxième partie du dossier école. Des questions là-dessus? Au passage, bon, je vous redis que la subvention de la région Auvergne sur le groupe scolaire est de 160 000 €, que la subvention du département à travers le contrat 4311 est de 180 000 €. Voilà, donc bon, chaque partenaire essaye de... on peut les remercier parce que sur les réhabilitations d'écoles, en général, on est peu financé. On est un peu orphelin. Donc là, il se trouve que quand même, on commence à avoir une part, on aimerait en avoir plus, mais on commence à avoir une part significative de subvention. Voilà, sur cette demande de subvention, des avis contraires, des abstentions, merci. De la même manière, nous devons confirmer notre demande de subvention. Il faut une délib, même si les contrats sont aujourd'hui officialisés. Donc la subvention que je vous ai citée de 160 000 dans le cadre du contrat ambition région, qui dans la pratique est passé entre la communauté de communes et la région Auvergne, mais qui subventionne des opérations communales, et puis la même délibération pour la subvention départementale de 180 000 dans le cadre du contrat 4311, qui est passé lui aussi entre la communauté de communes et le département, même si ça finance des opérations communales. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, château. On est dans les demandes de subvention toujours. Et là, donc, on va approuver le plan de financement et solliciter une subvention auprès de la région, du département, de l'État et de l'Europe. On n'a oublié personne. Il y a le monde après, mais le monde ne subventionne pas. Alors, on va demander à 30. Alors, au jour d'aujourd'hui, parmi ces subventions qu'on demande, on a le contrat ambition région, sur lequel il y a un accord, puisque la région l'a validé, pour une subvention de 450 000 €. On a le contrat 4311 qu'on a déjà cité, sur lequel on a un accord pour une subvention de 232 470 €. On a un accord sur une autre ligne du contrat 4311 pour le volet économique, sur un montant de 167 530 €. Reste à finaliser un accord de subvention avec la DRAC, où on a mis un volume de 200 000 €. C'est la subvention non pas la plus compliquée à obtenir, on l'aura forcément, mais la plus compliquée à estimer. Parce qu'on est sur une subvention liée aux monuments historiques, et où eux, leur calcul, il est à la lampe, à la prise, à la cloison, au radiateur, enfin bon. Donc il y a des choses qui subventionnent, des choses qui ne subventionnent pas. En général, on est plutôt sur des taux de subvention de l'ordre de 20 à 30%. Donc là, on est plutôt en deçà. Mais on a mis 200 000. Et puis, il nous reste à consolider, mais ça, c'est la démarche, c'est pas la nôtre, c'est celle de la communauté de communes. Le FEDER, donc Fonds européen à travers la région, pour le volet économique pour 300 000. Une ligne sectorielle de la région aussi qui accompagne ce volet économique pour 250 000. Quand on regarde tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre plan de financement prévisionnel, ça laisserait à charge de la commune d'Orec une somme de 920 000 €.
et à charge de la communauté de communes une somme de 520 000 euros pour globalement un projet hors taxe pour le moment d'un volume de 3 100 000. Voilà. Donc si vous regardez pour la part communale, ça fait 30% pour la commune. Bon, enfin, voilà. Donc on est sur ce plan de marche aujourd'hui, hein, sachant que c'est un projet qui, dans sa proposition, séduit assez facilement les partenaires. Sur le contenu, alors sur l'objet lui-même, qui est le château, dites-moi qui a laissé tomber son château en ruine, peut-être à un moment donné Roche-Baron, mais depuis ils ont arrêté, ils l'ont tapé. Donc chacun a à cœur de rénover son patrimoine, et puis sur ce deuxième volet qui est d'aller vers une occupation avec des dimensions qui sont dans les préoccupations à la fois sociales et économiques d'aujourd'hui autour du numérique. Voilà. Donc plan de financement et autorisation d'aller solliciter toutes les subventions du monde. Est-ce qu'il y a des avis contraires? 2. Les abstentions. Merci. Alors, du parcellaire, est-ce qu'on peut avoir un bout de plan? Nous avons fait un travail conjoint avec l'OPAC. Ce travail vise à faire un certain nombre de remises à plat des propriétés opaques, propriétés communales, et de rendre à César ce qui appartient à César en particulier, puisqu'il y avait des choses qui n'avaient pas été refaites dans l'histoire et qui en fait, ça donnait un certain nombre d'anomalies. On se retrouvait propriétaire de certains bâtiments qui ne sont pas à nous, à l'opposé il y avait des bouts de terrain qu'on n'avait pas et qui nous étaient utiles. Les parties jaunes et violettes sont les parties prises, conservées, je ne sais pas comment il faut dire, par la mairie. Alors elles sont intéressantes à plusieurs titres. Un premier titre, c'est que dans la partie haute, on est face à l'école élémentaire et que ces parkings n'étaient pas à nous. Ce qui posait un problème pour tout projet, toute réflexion et tout aménagement. C'est difficile de faire des aménagements chez les autres. Voilà. Enfin, surtout si on ne les fait pas pour les autres. Voilà. Donc, la partie haute, on récupère tout ce qui est face à l'école. Hein, pour ceux qui amènent les enfants le matin ou qui les récupèrent, ils doivent voir à peu près de quoi il s'agit. On a donc clarifié ce qui appartiendra au bâtiment et qui est leur stationnement propre pour les locataires, et le reste qui viendra public, ce qui va nous permettre d'envisager une réflexion sur ce secteur, puisqu'on aura maintenant cette épaisseur qui sera à nous. La deuxième partie en violet, on le reverra tout à l'heure, c'est le terrain permettant l'implantation de la clinique vétérinaire. Et puis le reste, en jaune, c'est une liaison qu'il faut garder entre ce quartier de l'école et puis ce giratoire devant. Il y a des réseaux qui passent. On voit bien qu'éventuellement un jour, ça pourrait peut-être permettre de mailler ce quartier. Alors de manière piétonne à coup sûr, mais peut-être même qu'il pourrait y avoir l'utilité un jour d'une voie de service, de quelque chose. Donc ça serait dommage qu'on se prive de ce barreau jaune qui finalement permet une liaison entre le quartier du haut avec l'école et le quartier du bas côté MJC. Voilà. Donc les parties jaunes restent à la commune et la partie violette aussi. Voilà, il y a un accord de l'OPAC, il y a eu les divers actes de géomètres, et donc aujourd'hui il s'agit d'approuver, suite à ce bornage, d'approuver les échanges de parcelles listées telles qu'elles sont là-dessus, bien sûr à titre gratuit, et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette affaire. Des questions? Il y a eu un gros travail, on voit qu'on récupère en bas aussi des bouts de trottoir. Hein. On a travaillé là sur des cheminements pour personnes, enfin pour l'accessibilité handicapée. Bon, ben, on récupère du linéaire long qui nous est utile,
qui doit appartenir au domaine public. Pas de questions? C'est un travail assez technique, assez long. Des avis contraires? Des abstentions? Si. Alors. Eh ben, on a vu la parcelle, donc on va la revoir. C'est la même, elle n'a pas changé de place. Elle fait une surface de 122 mètres carrés et de 951. Parce qu'il y a deux parcelles en fait à l'intérieur de la parcelle. Et je vous demande l'autorisation de céder ces parcelles pour la réalisation d'une clinique vétérinaire et pour un montant de 40 000 euros. Le permis est affiché sur le terrain. Voilà. Il est passé en commission d'urbanisme, hein, les gens ont pu le voir. L'objectif avoué des gens, c'est d'être opérationnel. Eux, ils espèrent bien avant un an. Ils sont peut-être optimistes, mais ils espèrent bien avant un an. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On change de quartier. C'est sombre. C'est sombre. Mais tout le monde connaît, donc on va pouvoir. Donc on vient dans le centre historique d'Orec. Le bâtiment, alors on va appeler le starter, comme ça tout le monde peut situer. Le bistrot à côté de l'église est à vendre. Donc ce bâtiment, c'est un bâtiment d'une surface globale de 340 mètres carrés qui jouxte l'église et puis le château. Le montant d'achat est de 98 000 euros. Il est libre de toute occupation. Donc c'est un bâtiment sur lequel depuis un certain nombre d'années on s'interrogeait, mais qui présentait un handicap majeur, c'est qu'il avait un commerçant. Et que donc acheter le bâtiment, c'était acheter le bâtiment, mais le commerçant qui est avec. Bon. C'était pas le commerce le mieux fréquenté d'Orec. À certaines heures de la nuit. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de procéder à son acquisition à un moment donné où il est libre de toute occupation, ce qui permettra de réfléchir au meilleur usage qui peut en être fait en plein centre, avec des logements tout autour, des gens qui vivent là. Et c'est vrai, un lieu qui était un lieu. Quand il y a beaucoup de monde, on dit trafiqué, c'est ça? Qui avait du trafic. Ça bouge. Voilà. Voilà. Bon. Alors après, c'est entre autres un des éléments forts sans doute de ce centre-ville. On voit la maison du bailli, on voit l'église qui a été rénovée, le château qui va se rénover, un certain nombre d'autres bâtiments remarquables qui commencent à apparaître. C'est vrai que c'est deux grandes façades, parce qu'en fait, ça fait deux bâtiments qui se jouxent l'un l'autre. Bon, elles appartiennent à l'histoire d'Orec, hein, et elles devenaient quand même un peu lépreuses, un peu. Enfin, c'est pas l'aspect le plus sympathique de la place, quoi. Donc on voit que sans doute, ne serait-ce que sur les façades, il y aura un travail à faire. Hein. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On est toujours sur les acquisitions foncières. On va changer de secteur. Bleu. Alors là, il s'agit d'une surface de 6 hectares, pour être précis, de 59 349 mètres carrés, située à Auriol, avant qu'on descende tout à fait à la tour d'Auriol, sur le replat avant où il y a la canalisation. C'est sans doute une première phase d'acquisition qui se renouvellera durant l'année 2018. C'est des surfaces, pour la plupart, surfaces boisées.
Voilà, je vous propose de procéder à l'acquisition de ces 6 hectares pour une somme de 14 837 €. En sachant qu'il y avait autrement une solution alternative consistant à transformer le lieu, à couper tous les arbres et en faire de la granule. Ce qui, pour le paysage des gorges de l'Esmen, serait particulièrement remarquable. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, on achète. Je remercie d'ailleurs la propriétaire d'avoir pensé à nous, commune, pour cette vente et sans doute pour des ventes ultérieures, puisque c'est elle qui a pas mal de choses sur le secteur. Je trouve sympathique qu'elle ait pensé que ça pouvait intéresser le titre patrimonial de la commune, parce que c'est des lieux quand même fort remarquables en termes de paysage. Bon, c'est dommage que ça parte un peu autrement. Voilà. Là-dessus, des questions? Oui? Pas de problème avec cette affaire, a priori. Alors, il y a toujours des mécanismes quand on est sur des acquisitions comme ça. Il y a des règles et il y a des priorités. Donc, par exemple, un propriétaire riverain a un droit de regard sur ses ventes. Voilà. Surtout les petits voisins. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, le droit s'exerce normalement. Nous, finalement, dans ces acquisitions, pour être clair, ce qu'on recherche, c'est à éviter aussi la destruction du paysage sur Oreille. Mais par contre, il y a des ventes qui se passent sur des zones boisées où on lève même pas le petit doigt. Parce qu'on sait que les gens qui achètent sont des gens qui ont le soin de ces secteurs-là, qui aiment ces zones naturelles et qui, même s'ils étaient amenés à les exploiter, ce qui est quelque chose de normal pour des parties boisées, les exploiteraient plutôt dans l'esprit de les renouveler que de créer des trous dans le paysage. Hein, voilà. Donc bien sûr que si quelqu'un se fait connaître et souhaite acheter à notre place, les règles existent derrière. C'est pas de problème. Quand on sait qu'il y a un riverain qui achète, on laisse acheter. Hein, voilà. Si on ne le sait pas, il peut se signaler après, parce qu'il y a des procédures. Hein. Mais on ne prend pas du terrain quand quelqu'un, agriculteur ou déjà, je dirais, ayant un patrimoine forestier, souhaite le faire. Je crains plus, alors j'ai rien contre l'entreprise Moulin, mais on a quand même là autant la démarche bois-granule est une démarche intéressante, et permet de réutiliser des bois qui chez nous ne sont pas toujours de grande valeur, autant en même temps, il faut bien trouver la mesure et pas faire des déserts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'en faisant ça, ce soit Attila et puis derrière rien ne repousse et qu'on soit sur des zones où on aura des problèmes d'érosion, où on aura des problèmes de paysage, etc. Donc je pense qu'il y a quand même certains secteurs où il vaut mieux qu'ils restent en l'état, au moins qu'ils soient entretenus autrement. Des avis contraires? Ah mais on a voté déjà, non? Non, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Le PLU. Alors, on fait plein de choses très importantes ce soir. Bon. Le PLU, on a pris le temps, avec la commission d'urbanisme, d'étudier point par point tout ce qui avait pu être abordé à travers l'enquête publique et de tenir compte, en général, des avis qu'on avait pu récolter, quand bien sûr ils étaient conformes aux orientations générales qu'on défendait sur la commune. L'ensemble de ce qu'on a étudié a été voté en commission d'urbanisme à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'écart entre nous, point par point. Hein? Voilà, donc aujourd'hui, alors on a diffusé le document dès qu'on l'a eu. Je dis dès qu'on l'a eu, comme ça je ne me mouille pas sur la date. Hein. Il y a 8 jours, je pense, hein, sous forme de WeTransfer, pour que chacun ait l'intégralité des pièces et puisse bien sûr constater que le travail tel qu'on l'avait fait était bien retraduit dans les documents graphiques, dans le règlement, enfin que chacun puisse faire sa propre lecture. Étant entendu que si on voulait passer tout en revue ce soir, ça serait un travail considérable. Or, tout a été validé à l'unanimité en commission,
Et donc, ce n'est jamais que la traduction du travail des commissions. Hein. Voilà. Bon, on peut citer quelques éléments de ce qui a été repris. Il y avait un avis de l'État qui consistait à demander qu'il y ait une bande inconstructive de 10 mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau. Donc ça a amené 2 petites corrections graphiques à des endroits du document. La Chambre d'agriculture nous avait signalé un certain nombre, on va dire, d'erreurs matérielles sur le classement. Vous avez donné les numéros de parcelles où on n'était pas tout à fait sur la bonne dénomination. Donc évidemment, on a repris toutes les remarques de la Chambre d'agriculture. On a supprimé l'emplacement pour la déchetterie le long de la RD 45. On a modifié la zone qui avait été nommée parc animalier et qui a été reclassée en zone NL pour une valorisation de loisirs, de découverte du paysage. Voilà. On a pris en compte peu, mais quelques demandes particulières, mais très peu. On a corrigé quand même 1 ou 2 erreurs matérielles. J'espère qu'il n'en restera pas parce que c'est traditionnel, ça, on se réveille toujours un matin avec, à un moment d'instruction, le trait qui a glissé, sans que personne s'en aperçoive et qui pénalise quelqu'un. Donc moins il y en a, mieux c'est. Là, on a pu en rattraper au moins 1 ou 2. On a mis un pourcentage de logements sociaux partiellement dans les zones d'aménagement. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte totalement de l'avis de l'État, parce que de notre point de vue, ça ne se justifiait pas. On est à des seuils de pourcentage qui ne nécessitent pas qu'on impose partout la construction d'un certain nombre de ces logements. Voilà, et sur le reste, je crois que, je ne sais pas si il y a des choses, enfin, il y en a des choses, mais toutes sont intéressantes. Voilà, donc ce travail est terminé, je crois qu'on peut en être satisfait. Bon, on voit quand on regarde la carte comme ça de loin, alors on aurait pu mettre du vert, mais quand on regarde des zones dites construites ou urbaines, on est sur les taches roses, orange, et on voit très très largement que la plus grande partie de notre territoire est une partie préservée qui va rester naturelle ou agricole. Voilà. Donc, sur globalement les enjeux qu'on a pu défendre depuis des années, on continue à être dans la ligne de ce qui se fait depuis, je ne sais pas, ça, il faut dire combien maintenant, presque 30 ans. C'est-à-dire depuis le premier poste, puis c'était un poste, on a affiné, si on peut dire, notre pensée sur OREC, mais en déclinant systématiquement des orientations qui ont été des orientations dès l'origine, ayant une bonne dimension environnementale et qui se confirment de jour en jour. Bon. Et après, on a essayé de tenir compte des avis des uns et des autres, puisqu'il faut toujours être attentif au travail de chacun et aux contributions de chacun. Voilà. Et en plus, on a décidé toutes ces modifications à l'unanimité en commission de réalisme. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce travail? Des avis contraires? Des abstentions? Puis-je me permettre de vous demander la raison? Dans la mesure où vous avez voté à l'unanimité et toutes les remarques et toutes les modifications, et dans le groupe de travail. Dans l'ensemble du PLU. On a quand même eu pas mal de débats. Ah bon? Me semble-t-il. Bon, moi, il me semble que dans la commission du PLU... Non, je ne parle pas de la commission. Je ne siège pas au sein de la commission, je ne me permettrai pas de parler au nom de ma collègue. Et on a eu un certain nombre de débats concernant le PLU depuis le début de la procédure. Oui, d'accord. Vous êtes mal représenté dans la commission du PLU. Je m'excuse pour votre collègue, mais vous êtes vraiment mal représenté dans la commission du PLU, et l'un et l'autre d'ailleurs, pour les deux oppositions, parce que comme il y a eu une franche collaboration, pas de remarques particulières si je peux me permettre, on a été deux amenés l'ensemble de ces réunions,
c'est un peu une surprise. C'est-à-dire que si vous faites représenter par des gens qui ne portent pas votre pensée, il faut que vous affûtiez entre vous votre pensée. Mais c'est pas grave. Il y a eu des débats au sein de ce conseil. C'est pas grave. On s'est déjà positionné très clairement. On est en totale cohérence. C'est intéressant de voir les contradictions que vous pouvez avoir entre vous. Déléguer les bonnes personnes dans les commissions, hein, parce que sinon, ça va être dur. Si dans les commissions vous n'exprimez rien, ça va être de plus en plus dur. Hein. C'est pas bon. Allez, il n'y a pas que le conseil. Hein. Vous réclamez des lieux de travail, on vous offre des lieux de travail, on y travaille, on prend des heures, on expose les choses. Et après, bon, voilà, ok, c'est particulier, mais vous avez tout à fait le droit. Démarche d'adressage. Donc là, on va être sur quelque chose qui va se répéter en boucle pendant 6 mois, 1 an, hein, on va dire ça. Vous connaissez la nécessité de ce travail. J'y reviens pas, ou j'y reviens, mais de manière très brève. Donner à chacun une adresse, un numéro qui permet d'arriver directement chez lui par données GPS. Et répondre ainsi, bien sûr, à la livraison de colis, bien sûr, à l'accueil d'un ami et d'un visiteur quand on est dans un lieu difficile à trouver, parce que s'il tape votre adresse et vos coordonnées GPS, il arrive chez vous. Et surtout, assurer une meilleure efficacité de tout ce qui peut être des notions d'urgence, d'intervention, du SAMU, d'un hélicoptère, des pompiers, etc. Voilà. Et de plus en plus, on travaille avec ce type d'adresse référencée. Quand on ne les a pas, ça devient un problème, y compris pour les professionnels qui peuvent travailler à domicile. Ce travail, c'est un travail long. Je ne sais pas s'il faut dire fastidieux, mais quand même, parce que c'est reprendre l'intégralité de la commune, c'est du boulot. Hein. On a commencé par les écarts, et on a commencé par le plateau et par le secteur d'Ouillas, partie du plateau, en sachant qu'on va avoir chaque fois un peu la même démarche, reconfirmer ou créer des noms de rues, parce que dans d'autres cas, quand on sera au centre, les rues et les noms de rues existent, c'est pas pour autant qu'ils seront tous confirmés, parce que il y a des règles assez précises et l'objectif est d'éviter après toute confusion sur une commune. Sur une commune comme la nôtre, on a beaucoup de grands vergers. Mais on peut avoir beaucoup de rues du soleil levant, du soleil couchant, du soleil... on peut avoir beaucoup de noms rattachés à des configurations. Les rases, les creuses. Bon, ce qui fait qu'au bout d'un moment... on est obligé, même dans des lieux qui sont déjà nommés, peut-être, parfois, on sera obligé de supprimer des noms, de remettre des noms. Voilà. Donc il y a à nommer, et puis il y a à numéroter. La numérotation étant, ce que je vous disais tout à l'heure, un relevé GPS avec un choix de numérotation métrique. Numérotation métrique parce que c'est le seul qui survit dans la durée. Numérotation métrique, s'il se crée une division de parcelles, la numérotation métrique vaut toujours, puisqu'elle marque l'entrée, et que s'il y a une nouvelle entrée à côté, elle marquera aussi l'entrée d'avance sans qu'on ait à mettre un 2 bis, un 2A, un 2B, un 2C, etc. Voilà. Donc, numérotation métrique, ce qui a un côté un peu, au départ, surprenant et absurde pour les gens, qui peuvent se retrouver au numéro 1428 ou 375. Voilà. Alors que on n'est pas sur le lieu des Champs-Élysées. Voilà. Ce travail, il a été entrepris, on s'est donné des règles, alors, qu'il faudra sans doute affiner, on va essayer. Ces règles, c'est de dire, il y a quelqu'un qui fait le travail, là on est sur un plan technique, avec quelques élus. Ensuite, il y a proposition de noms. Ces noms sont proposés par courrier aux gens concernés, donc on écrit aux gens de la rue concernée, ou de la nouvelle rue, en disant, vous devriez demain vous appeler comme ça. De telle manière qu'on puisse recueillir des réactions, parce que, bon, voilà, c'est un jeu où il faut que la personne au moins se sente à l'aise avec le nom, ou qu'on n'ait pas fait un truc qui ne va pas... Voilà, donc l'expression des gens, et on a dit aussi qu'on passerait tout ça chaque fois en commission d'urbanisme, de manière à ce que la commission d'urbanisme s'exprime aussi sur la dénomination. La dénomination ne devenant fixe qu'à partir du moment où ensuite on l'aura passé au conseil en délibérant. On va faire là. Je vous rappelle
qu'il y a quelques règles sur OREC aussi, en plus des règles qui font qu'on doit éviter des choses qui sonneraient pareilles ou qui seraient de même nature. La règle sur OREC absolue, c'est pas de nom propre. Voilà. Donc on est dans toutes les déclinaisons qu'on veut, mais pas de nom propre, pas de nom de personne. Voilà. Nous n'avons pas de place François Mitterrand, et nous n'avons pas non plus d'avenue Charles de Gaulle, et nous n'aurons pas, même si on peut le regretter, de rue Johnny Hallyday. Ou Jean d'Ormesson. L'un chassant l'autre. Voilà. Donc, sur le secteur d'Ouillasse, ceux qui ont travaillé ont décidé de partir sur des dénominations doubles. Décliner des noms de rues à partir des champignons et, bien sûr, à partir des noms de lieux-dits. C'est-à-dire, quand il y a un nombre de lieux-dits marqué, connu et unique, on n'a pas de raison de ne pas le garder, puisque celui-là, il est connu, il est ancré dans la mémoire. Ouillasse s'appelle Ouillasse. Voilà. Donc, on a eu sur le secteur d'Ouillasse 12 rues à dénommer. On vous propose donc... alors, ça représentait une soixantaine de... 78 adresses. On a eu 4 retours, coup de fil, on a donné une adresse mail pour réagir, un numéro de téléphone, enfin les gens peuvent réagir comme ils le souhaitent, hein, ou passer en mairie. Donc, on a eu 4 réactions. Moi je dirais toutes justifiées, hein, parce que c'est sur lequel on a recontacté les personnes. Alors par exemple, une des réactions, c'était de dire le lieu s'appelle Les Crozes. Donc pourquoi vous vous appelez pas ma rue Les Crozes? Bon, on a répondu à la personne et on a été lui expliquer que Les Crozes, ailleurs, il y avait un secteur où il y avait plus de 10 maisons. Et que donc lui, il était tout seul, et que si on lui mettait Les Crozes, ça voulait dire que pour les autres, les 10 maisons, ça sautait. Et que donc, non, on n'allait pas lui donner Les Crozes. Hein. Donc on a trouvé avec lui un accord. Hein. Voilà. Et après, il y a d'autres qui proposaient des dénominations. Par exemple, ils ne voulaient pas que ça s'appelle route d'Ouillasse, la route principale, mais route du plateau. Et ce terme générique ne fonctionne pas. Parce que si on commence à prendre des termes génériques, on re-rentre dans des choses qui ne sont pas conseillées au niveau de l'adressage. Il faut vraiment que ce soit distinctif. Hein, voilà. Donc on se retrouve avec une impasse des Mousserons, une impasse des Barabans, une impasse des Lichens, une impasse sur les Prés, une impasse Lachaud, une impasse des Souchettes, une impasse des Cèpes, des Morilles, chemin des Girolles, chemin des Charbonniers, route de Pied et route d'Ouillasse. C'est pas des quoi champignons, hein. Même si vous tapez ça sur le GPS, vous n'avez aucune chance. Hein. Alors, des Barabans peut-être. Des Barabans, je ne dis pas. Les mousserons aussi, les mousserons peut-être, voilà. On va essayer, alors, on est vraiment preneur des idées, ça a une dimension peut-être qui peut paraître un peu folklorique, mais on va avoir à faire ça donc à l'Hermée, on va avoir à faire ça à d'autres endroits. Et donc, quand on avait le Grand Vallon, on a mis des rues des Écureuils, rue des Chevreuils. Voilà, donc on est preneur de l'imagination de chacun, on n'est pas très innovant dans ça. Hein. Un quartier comme Ferminiver, quand il a été créé à Firminy, on a décliné rue des Blancs-Bouleaux, rue des Hêtres, vous voyez, rue des Tilleuls, bon voilà. Donc on est dans ces gammes-là, hein, sachant qu'il faut que les noms soient des noms communs, facilement identifiables et qui n'entraînent pas de la confusion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, est-il des avis contraires? Des abstentions? Bon, vous avez bien remarqué qu'on avait glissé des Barabans au milieu des champignons. Ouais. Et un peu de lichen, mais le lichen, c'est pas très un champignon. Il me restait un truc à passer. Oui, alors si vous m'y autorisez, je pense qu'on a épuisé l'ordre du jour. J'espère qu'on ne vous a pas épuisé. Par contre, si vous m'autorisez, j'aimerais bien
mettre un point supplémentaire qui est en lien avec la commune de Malvalette. Il se trouve que on a, ça c'est un travail qui est fait déjà depuis quelques années, on a un dépôt de sel et de pouzzolane sur Orec et un dépôt et pas de dépôt sur la partie haute de la commune. On travaille aussi donc avec Malvalette et donc ça veut dire que pour Malvalette, Rochebu, Émilieu, parce on part aussi sur la Loire, hein, pour toute la partie haute, Mons, Beauvoir, on n'avait pas de dépôt à pouzzolane et à sel. Ce qui veut dire que dans tous les circuits de déneigement, systématiquement, les personnes chargées du déneigement étaient obligées de revenir au dépôt d'Orec, même quand ils étaient partis pour aller sur les plateaux. Donc on avait convenu avec nos voisins de Malvalette qu'ils prenaient l'initiative d'un terrain et d'une construction qu'on cofinancerait avec eux et qui nous permettrait d'avoir ce dépôt sur le haut. Donc si vous alors donc, ce qu'il faut maintenant, parce que ça vient d'être fini, et donc c'est en route, c'est qu'on verse notre participation. Donc si vous m'y autorisez, je passerai cela ce soir, ça permettrait de décoincer vis-à-vis de la commune de Malvalette, qui bien évidemment m'a assuré le préfinancement, et une petite commune, donc si on est des bons payeurs rapides, c'est une commune. Est-ce que je peux passer ce point à l'ordre du jour? Pas d'opposition? Je vous en remercie. Donc, ce dépôt, il a coûté un peu plus de 35 000 €. Il a coûté en fait, en hors taxe, 35 000 €. En TTC, 43 000 €. Le principe de la participation, évidemment, la commune de Malvalette va récupérer la TVA. Donc elle récupérera 7 000 €. Et l'État a versé une subvention de 8 800 € à travers la DETR sur cette construction. Donc, il nous reste à nous partager la somme de 27 407 €. Ce qui veut dire que je vous propose donc de délibérer sur un fonds de concours de 13 703,82 €. En commentaire, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le gagner en efficacité et on va sans doute le gagner financièrement, en temps, puisque une fois que les gens seront là-haut pour travailler, ils travailleront là-haut, ils n'auront pas systématiquement l'heure ou plus qu'une heure qu'ils perdaient pour revenir faire le plein et pour repartir. Donc les gens seront mieux servis et nous, on fera des économies d'heures. Ou bien alors, on aura plus d'heures de service sur place et non pas des heures sur route qui ne servent à rien. Voilà. C'est clair pour chacun? Alors, sont venus dans le dispositif, c'est Malvalette et Rosier-Côte-d'Orec. Voilà, et nous de l'autre côté. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle que demain, il y a une réunion publique. Pas de questions? Pas de questions dans l'assistance? Eh bien, écoutez, je vous remercie.